Lorsque j'arrive aux Émirats pour la première fois en 2018, le pays célébrait The Year of Zayed, l'année de Zayed. Je ne savais pas encore qui était ce personnage, mais il m'intriguait, par son visage, affiché partout dans le pays, y compris sur les avions de la compagnie nationale Emirates, duquel se dégageait beaucoup de charisme et de tranquillité. Cette année célébrait en réalité le centenaire de la naissance de Sher Zayed bin Sultan Al Nahyan, le père fondateur de la nation émirienne. Et c'est son histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Dans le silence du désert, là où le vent dessine des frontières encore invisibles sur les dunes, est né un homme qui allait redessiner le destin de tout un peuple. Un homme dont la vision allait transformer des terres arides en une nation moderne et prospère. Pour certains, c'est un dirigeant, pour d'autres, un bâtisseur, mais pour son peuple, il est comme un père. Sher Zayed bin Sultan Al Nahyan naît en 1918 à Al Ain, dans l'oasis de Liwa, dans un territoire alors pauvre et sous influence britannique. Très jeune, il passe des années dans le désert, auprès des tribus bédouines, apprenant leur mode de vie, leurs conflits, leurs alliances, une immersion qui forge son sens politique, sa patience et sa capacité unique à arbitrer les conflits. Il ne grandit pas dans le confort des palais, mais dans la rudesse du désert. Le sable fut son premier terrain d'apprentissage et la nature son premier maître. Il reçoit une éducation traditionnelle, il étudie le Coran, la poésie arabe, l'histoire tribale, observe les anciens. Il ne fréquente pas les universités occidentales, ni les académies militaires prestigieuses, mais une école beaucoup plus exigeante, la vie. Dans le désert, on apprend la patience. On apprend que l'eau vaut plus que l'or et que l'homme ne survit jamais seul. Et en 1946, à seulement 28 ans, il devient le représentant de son frère, le souverain d'Abu Dhabi, pour toute la région orientale d'Al Ain. À cette époque, la région est pauvre, les ressources sont limitées, mais Zayed comprend une chose fondamentale. Le leadership commence par l'écoute. Il y mène ses premières réformes, il s'assoit dans les majlis, littéralement l'endroit où l'on s'assoit, qui est une institution centrale aux Émirats, et qui par extension désigne aujourd'hui une pièce, dans les maisons, servant aux réceptions où l'on accueille les invités, les voisins, les commerçants, les dirigeants, et où l'on y parle affaires, politique, famille, actualité. C'est à la fois un salon, un parlement et un club privé. Car dans la culture du Golfe, la relation personnelle compte tout autant, sinon plus, que le contrat, y compris dans les relations d'affaires. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille la lecture de Don't They Know It's Friday de Jeremy Williams. À l'époque, Sher Zayed reçoit donc les habitants dans les majlis. Il écoute leurs plaintes et arbitre les conflits. Mais très tôt, il investit également dans l'irrigation, grâce au système des falages, ces canaux souterrains qui distribuent l'eau de l'oasis aux familles selon un système de répartition ancestrale. Il y développe l'agriculture, les infrastructures et résout les conflits tribaux. Son style est déjà clair, proximité, écoute, pragmatisme, un leadership unique dans la région. Car il ne gouverne pas depuis son trône, mais depuis le sol, au milieu des siens. Les germes d'un grand souverain sont déjà là. Et en 1966, il devient le dirigeant de l'émirat d'Abu Dhabi. Le pétrole vient d'être découvert en quantité exploitable, beaucoup auraient pu choisir l'enrichissement personnel, mais Zayed choisit la construction. La richesse ne sert à rien si elle ne bénéficie pas au peuple, disait-il. Il lance la construction d'infrastructures d'ampleur, routes, écoles, hôpitaux, logements, et il transforme la rente pétrolière en investissement. Une vision rare dans un contexte régional instable. Et en 1968, lorsque le Royaume-Uni annonce son retrait du Golfe, Zayed comprend que les petits émirats isolés ne survivront pas seuls. Il se rend immédiatement à Dubaï pour rencontrer Sher Rachid bin Saïd Al Maktoum et poser, ensemble, les bases de la future nation émirienne. Un projet inédit dans le monde arabe. Et après 3 années de négociations complexes avec les autres Émirats, cherchant toujours le consensus plutôt que l'imposition, la concorde plutôt que la contrainte, 6 Émirats s'unissent pour former, le 2 décembre 1971, les Émirats Arabes Unis. Et Zayed en est élu le premier président. L'unité, disait-il, est la voie vers la force, l'honneur et le pouvoir, alors que la division ne mène qu'à la faiblesse. Le 7e Émirat, Ras Al Khaimah, les rejoint l'année suivante. La fédération est née. Car les Émirats sont bien une fédération, ce qui en fait un modèle unique dans le Golfe et même dans tout le monde arabe. Car dans le monde arabe, la norme est au modèle centralisé, un pouvoir concentré dans la capitale, une administration pyramidale et très peu d'autonomie locale. C'est au fond le modèle français, jacobin, qui existe depuis le règne de Louis XIV et qui s'est renforcé sous la Révolution, et dont malheureusement nous connaissons aujourd'hui les limites. Faible capacité d'adaptation aux enjeux locaux, risque de suradministration et politique déconnectée du terrain. Sher Zayed, lui, fait exactement l'inverse. Il construit une fédération où chaque émirat conserve une large autonomie tout en partageant un projet national commun. Notre expérience de la fédération, disait-il, est née du désir d'accroître les liens qui nous unissent comme une seule famille. C'est le modèle choisi par 27 pays dans le monde pour favoriser leur développement, dont l'Allemagne, le Brésil, la Russie, l'Argentine, le Canada, la Suisse, l'Australie et bien sûr le plus connu de tous, les États-Unis. Car aujourd'hui, les études d'histoire économique ont largement montré que le modèle fédéral était celui qui favorisait le plus le développement économique. Mais à l'époque, choisir le modèle fédéral était rare, audacieux, de surcroît dans le monde arabe, et il était stratégique pour un pays comme les Émirats Arabes Unis, composé d'entités historiques distinctes. Car historiquement, les Émirats, c'est des tribus différentes, des économies différentes, des priorités différentes, et des structures sociales différentes. Un modèle centralisé aurait créé des résistances tribales, des rivalités internes, une perte de légitimité et un risque d'éclatement. Au contraire, le fédéralisme a permis l'union sans uniformisation, la coopération sans domination et la modernisation sans rupture culturelle. C'est exactement ce que Sher Zayed voulait, un pays unifié mais pas uniformisé. Là où d'autres régions choisissent la division, il choisit la coopération. Là où d'autres construisent des frontières, il construit des ponts. Mais Sher Zayed n'était pas seulement un bâtisseur matériel, c'était aussi un visionnaire
pragmatique. Pour lui, la richesse d'un pays ne se mesure pas seulement à ses ressources naturelles, elle se mesure avant tout à la qualité de ses hommes et de ses femmes. Car à la naissance des Émirats, le système éducatif est encore embryonnaire. On compte dans tout le pays moins d'une vingtaine d'écoles modernes. Et dans certaines régions, les enfants apprennent encore à lire dans de simples écoles coraniques traditionnelles appelé Koutab. Mais Cheikh comprend une chose essentielle, le pétrole ne durera pas éternellement. La véritable richesse d'une nation réside dans l'éducation de sa population. Car peu importe le nombre de bâtiments, d'écoles et d'hôpitaux que nous construisons, tout cela n'est que matière. Le véritable moteur du progrès, c'est l'esprit humain. Et sous son impulsion, des écoles sont construites dans tout le pays. L'enseignement devient gratuit pour les citoyens et des milliers de jeunes Émiratis sont envoyés à l'étranger pour étudier. Un autre aspect majeur de sa politique éducative est l'accès des femmes à l'éducation. Cheikh soutient activement la scolarisation des filles, notamment grâce à l'action de son épouse, Cheikha Fatima, qui joue un rôle déterminant dans la promotion de l'éducation féminine et de la participation des femmes dans la société. La femme, disait-il, est la moitié de la société, et tout pays qui cherche le développement ne devrait pas la laisser dans la pauvreté ou l'analphabétisme. Et aujourd'hui, dans les universités émiriennes, les femmes représentent souvent la majorité des étudiants. En 1976, la création de la première grande université nationale, United Arab Emirates University, marque une étape décisive dans la formation des prochains cadres dirigeants du pays. Mais pour Cheikh Zayed, l'éducation ne doit pas seulement former des ingénieurs ou des administrateurs, elle doit aussi transmettre une identité. Moderniser le pays, oui, mais sans jamais renier ses racines. Ses racines, son environnement, il faut au contraire les préserver et les embellir. Car dans un pays où le soleil et le sable régnaient sans partage, Cheikh Zayed a eu une idée visionnaire, rendre le désert vivant. Bien avant que le monde ne parle de développement durable, il lance des campagnes massives de plantation d'arbres. Des millions d'arbres sont plantés à travers le pays, transformant les dunes arides en oasis verdoyantes, et sa vision ne se limite pas à l'esthétique. Chaque arbre, chaque jardin est pensé pour résister aux conditions extrêmes du désert et pour créer un environnement durable pour les générations à venir. Donnez-moi une agriculture, disait-il, et je vous donnerai une civilisation. Cheikh Zayed préserve également la faune en sauvant les gazelles et les oryx notamment, et en protégeant les oiseaux migrateurs. Il montre ainsi que modernité et écologie ne s'opposent pas, on peut construire des villes modernes, développer une économie et préserver la vie autour de soi. Le désert, autrefois hostile, devient peu à peu un symbole vivant de cette philosophie unique où progrès rime avec respect de la nature. D'ailleurs, peu de gens le savent, mais aujourd'hui les Émirats comptent de nombreuses réserves naturelles et espaces de protection des espèces. Cette coexistence avec la nature, Cheikh Zayed la souhaite également entre les hommes. Car sa vision profondément humaine du pouvoir se reflète également à travers son encouragement à la coexistence et au respect entre les religions. Cheikh Zayed défend une idée simple mais puissante. La foi ne doit jamais être une frontière entre les peuples. Et sous son leadership, les Émirats arabes unis deviennent un pays où les communautés venues du monde entier peuvent vivre et pratiquer leur religion librement. Dans les années 60, il autorise et soutient la construction de plusieurs églises, notamment à Abu Dhabi et Dubaï. Les Émirats commencent à se transformer et des milliers d'expatriés arrivent, européens, libanais, indiens, philippins, et parmi eux, beaucoup de chrétiens. Cheikh Zayed prend alors une décision marquante, il offre lui-même des terrains pour permettre la construction d'églises et de cathédrales. L'une des premières est la cathédrale Saint-Joseph à Abu Dhabi qui a été inaugurée en 1981. Car pour Cheikh Zayed, c'est une question de principe. Les étrangers qui participent à la construction du pays doivent pouvoir vivre dignement et pratiquer leur foi. Il considérait en effet que l'hospitalité envers les étrangers était une valeur arabe fondamentale. Dans le désert, expliquait-il souvent, l'homme survit grâce à l'autre, peu importe sa langue ou sa religion. Traite chaque personne, quelle que soit sa croyance ou sa race, comme une âme spéciale est une marque de l'islam, insistait-il. Et son héritage se prolonge encore aujourd'hui grâce aux dirigeants actuels, qui sont à l'origine de nombreuses initiatives en faveur de la coexistence religieuse. On peut notamment relever la visite du pape François à Abu Dhabi en 2019, qui fut la première visite d'un pape dans la péninsule arabique. Elle sera marquée par une messe rassemblant plus de 180 000 personnes, ce qui constitue un événement totalement inédit dans la région. Et la même année, un autre événement symbolique témoigne de la volonté des Émirats d'être un modèle de coexistence religieuse, puisqu'un rouleau de la Torah est offert par le président des Émirats arabes unis à la communauté juive du pays. Dans la tradition juive, la Torah est l'objet le plus sacré du judaïsme. Et participer à sa rédaction est l'une des plus grandes bonnes actions que peut réaliser un juif au cours de sa vie. C'est même l'une des 613 obligations religieuses dans le judaïsme. Comme le disait Maïmonide, un rabbin et philosophe du Moyen-Âge, c'est un commandement positif pour chaque homme d'Israël d'écrire un Sefer Torah pour lui-même. Ce geste a donc été perçu comme un signe de reconnaissance et de confiance entre la communauté juive et les autorités émiriennes. Car si pendant des décennies la présence juive dans le Golfe fut réelle mais modeste, aux Émirats arabes unis, elle a parfaitement trouvé sa place. Et l'Abrahamic Family House d'Abu Dhabi abrite d'ailleurs la synagogue Moshe Ben Maimon, qui est considérée comme la première synagogue construite officiellement dans le monde arabe depuis près d'un siècle. Et la communauté juive dispose aujourd'hui de plusieurs synagogues, à Abu Dhabi et à Dubaï, mais également d'un grand rabbin officiel. L'Abrahamic Family House symbolise parfaitement cette coexistence entre les religions voulue par les Émirats, puisque l'endroit, dans lequel j'espère bientôt vous emmener, est unique au monde. Une synagogue, une mosquée et une église cohabitent et se dressent côte à côte. Cette vision de la coexistence, souvent revendiquée par les dirigeants émiriens actuels, s'inscrit directement dans l'héritage de Cheikh Zayed, qui croyait profondément que la stabilité d'une nation
reposait sur le respect des croyances de chacun. Scheherazade avait une vision très claire de la foi et du respect entre les religions. Une citation, souvent attribuée à lui, résume bien sa philosophie. Les religions sont comme des lumières différentes, mais leur source est identique. Mais avant d'être le fondateur d'une nation, et un chef d'État respecté sur la scène internationale, Scheherazade était avant tout un homme façonné par le silence du désert. Ceux qui l'ont rencontré parlent d'un homme calme, charismatique, patient, stratège et généreux, rarement emporté et toujours à l'écoute. Dans la tradition bédouine, le leadership ne s'impose pas, il se mérite. Il n'avait pas besoin de crier ou de dominer par la force, sa seule présence, son regard, sa capacité à écouter, suffisait à imposer le respect. On l'a dit un peu plus tôt, Scheherazade passait des heures dans les majlis, recevant les citoyens sans barrière ni protocole excessif. Et les diplomates occidentaux qui viennent à sa rencontre sont eux-mêmes marqués par cette absence de distance hiérarchique. Le dirigeant, disait-il, ne devrait avoir aucune barrière le séparant de son peuple. Plus que du pragmatisme, c'était un trait de caractère. Il écoutait longuement, parlait peu, mais lorsqu'il décidait avec fermeté, et son autorité était respectée. Il savait que tout progrès prend du temps, que chaque décision doit être réfléchie, et que la précipitation mène souvent à l'échec. Grandir à Al-Ain signifiait comprendre une vérité fondamentale. Dans le désert, rien n'est immédiat. L'eau demande de l'effort, la survie demande de la coopération, et l'avenir demande de la patience. Cette lenteur du désert forgea en lui une vision stratégique unique. Là où certains voyaient du sable, il voyait des villes. Là où d'autres voyaient la pauvreté, lui voyait un potentiel. Son esprit fonctionnait sur le long terme. Il pensait en génération, pas en mandat. C'était au fond un investisseur dans l'âme, une qualité nécessaire à tout leader. Proche du peuple, il était aussi proche de la nature. Il pratiquait la chasse aux faucons, aimait les chevaux, restait attaché aux traditions bédouines, mais il comprenait le monde moderne. Ses passions n'étaient pas anecdotiques, elles le reconnectaient à ses origines. Elles l'empêchaient de devenir un dirigeant déconnecté. Il voyage, il dialogue avec l'Occident, il construit des alliances, il est ancré dans la tradition, mais pas prisonnier du passé, ni fasciné aveuglément par l'avenir. C'était au fond un homme d'équilibre et de mesure. Car Scheherazade était aussi poète. Dans la culture bédouine, la poésie n'est pas un simple art. C'est une mémoire, une sagesse, une identité. Il appréciait particulièrement la poésie nabati, cette poésie populaire du désert, récitée sous les étoiles. Cette poésie lui enseignait l'humilité face au temps, l'honneur, la loyauté et la transmission. Car au fond, une nation sans culture est une nation sans âme. Scheherazade décède le 2 novembre 2004, laissant un pays en deuil, mais transformé, et dont l'héritage est plus que jamais vivant. Le pays est moderne, international, il bénéficie d'infrastructures de classe mondiale, jouit d'une stabilité politique remarquable et d'une force d'attraction avec peu d'égal. Abu Dhabi et Dubaï sont des centres financiers majeurs, le pays est un hub aérien mondial, une puissance énergétique solide et un carrefour culturel au centre du monde, à mi-chemin entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Derrière cette réussite, il y eut une vision, celle d'un homme dont le nom est gravé pour l'éternité dans la majestueuse grande mosquée d'Abu Dhabi, à côté de laquelle il réside pour l'éternité, selon son souhait et la tradition islamique. Son mausolée est aujourd'hui veillé en permanence par des récitants du Coran qui se relaient jour et nuit pour honorer la mémoire de celui qui a transformé des tribus en nations, un désert en oasis de prospérité, mais surtout une vision en réalité. Certains hommes héritent d'un pays, d'autres en sont les bâtisseurs. Scheherazade n'aura pas seulement dirigé les Émirats arabes unis, il leur a donné une âme et un avenir. Dans chaque école construite, chaque arbre planté, chaque famille prospère, son esprit demeure et rappelle que l'héritage d'un leader ne réside pas seulement dans ce qu'il a construit, mais dans ce qui l'inspire et fait vivre les générations à venir. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en apprendre plus sur les Émirats arabes unis et plus largement l'histoire et l'économie, je vous invite à donner votre avis en commentaire, à vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo, activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties, et je vous dis à la semaine prochaine. تسمعون صوته؟ هذا زايد. استمع لي واستجبت له. أنا الوطن وزايد الوطن. والاتحاد هو أغلى حاجة صارت على هذه